Monsieur le directeur général, Madame la directrice des soins, Madame la directrice de la HEDS, Madame l'ancienne conseillère nationale, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers partenaires, chers amis, soyez les bienvenus à cette conférence publique intitulée « La responsabilité des institutions de santé dans la transition écologique ». Cet événement s'inscrit dans le cadre de la clôture du projet institutionnel Choosing Greenly, un projet qui vise à développer des interventions éco-responsables en milieu médico-soignant et plus largement à renforcer la culture environnementale des HUG en tant qu'institution à l'interface du système de santé et de la communauté. Cette soirée sera constituée de deux parties, une conférence plénière que je vais présenter tout à l'heure, suivie d'une table ronde et une discussion avec le public. Dans l'immédiat, j'ai le plaisir d'inviter Madame Sandra Merkli, directrice des soins des HUG, initiatrice de la première démarche de transition écologique dans les soins dans un hôpital universitaire en Suisse, à partager quelques mots d'accueil. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, chers collègues, j'avoue que c'est avec une certaine fierté que je me tiens devant vous ce soir pour saluer le travail accompli dans le cadre du projet Choosing Greenly, projet, comme l'a dit M. Jackson, pilote de la transition écologique dans les soins. Ce projet, ambitieux et porteur d'espoir, est le fruit d'un engagement collectif. Nous avons pu compter sur des équipes impliquées, motivées, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes tout au long du processus. Le principal objectif de ce projet était de tester des pratiques innovantes et de faire des émules, non seulement au sein de notre institution, mais aussi au-delà de nos murs. Aujourd'hui, je peux dire avec confiance que c'est une réussite. Ce projet a su capter l'attention et inciter d'autres à nous suivre dans cette voie, prouvant que le changement est possible, réaliste et surtout nécessaire. Ce succès repose avant tout sur le rôle central des professionnels de santé. Elles sont non seulement des acteurs et des actrices de soins, mais aussi des moteurs de la transition écologique. Ce sont eux, ce sont elles, qui au quotidien transmettent une culture institutionnelle axée sur l'écologie et la durabilité. Leur engagement fait de cette transition une réalité concrète et permet à notre institution de prendre part à un mouvement global qui dépasse les simples frontières de nos établissements. Voir un élan comme celui-ci au sein de notre institution est encourageant. C'est le signe que nous avançons dans la bonne direction pour réaliser notre stratégie à long terme. Une stratégie qui met l'accent, comme je l'ai dit, sur la durabilité et l'innovation dans les soins. Les efforts que nous avons entrepris au cours des 2 à 3 dernières années témoignent d'une réelle volonté de changement. Nous avons parcouru un chemin important, et cela grâce à l'engagement de chacun et chacune d'entre vous. Je tiens également à souligner avec une profonde satisfaction des liens interinstitutionnels que nous avons consolidés avec des partenaires clés comme l'Université de Genève et la Haute École de Santé. Ces collaborations sont essentielles à notre succès car elles permettent la mise en commun des connaissances, des ressources et des initiatives pour renforcer l'impact de nos actions. Cependant, nous savons que cette transition ne peut se réaliser pleinement que dans le cadre d'un engagement global et sociétal. Ce projet ne pourra atteindre ses objectifs les plus ambitieux que si nous parvenons à susciter une adhésion plus large au sein de la société, d'autres institutions et des acteurs politiques.
C'est dans cet esprit que je vous invite à suivre avec intérêt la conférence de Madame Anne Marère, ancienne conseillère nationale et coprésidente de l'Association des aînés pour le climat, qui exposera plus en profondeur ces aspects essentiels. Je vous remercie donc pour votre implication, votre persévérance et votre engagement indéfectible. Ensemble, nous contribuons à un avenir plus durable et plus sain. Merci. J'ai le grand bonheur maintenant de présenter notre oratrice, que j'invite à me rejoindre, Madame Anne Marère, qui est une Genevoise qui, depuis sa tendre jeunesse, s'est engagée à plusieurs niveaux pour la protection de l'environnement, mais aussi pour les droits de la femme, en conciliant vie de famille, vie professionnelle en tant que bibliothécaire dans un cycle d'orientation et en tant que politicienne qui l'a amenée à siéger au niveau communal, cantonal et à l'Assemblée fédérale à Berne. Une fois retraitée, son activité n'a cessé d'augmenter. Elle est devenue coprésidente de l'association des aînés pour la protection du climat, qui est à l'origine de l'arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg au printemps dernier, condamnant la Suisse pour son inaction climatique qui met en danger la santé des femmes aînées. C'est avec beaucoup de respect et de plaisir et beaucoup d'honneur que je lui passe la parole pour son intervention intitulée « Système de santé et climat aux urgences, le rôle de la société civile ». Merci beaucoup, Madame Marère. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous pouvez... Là, il y a une petite manette. Juste pour entrer sur... Ah, voilà. Voilà. Juste pour entrer sur ma présentation. Votre présentation, elle arrive. Merci. Et puis ensuite, je passe là. Bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être là. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime ici ce soir et je vous suis très reconnaissante de m'avoir invitée pour représenter la société civile par l'intermédiaire des aînés pour le climat. Je salue l'engagement de toutes les personnes professionnelles de la santé, j'étais là cet après-midi, c'est très impressionnant, qui participent à la mise en œuvre d'une transition écologique dans les soins, dans le cadre des HUG. Et je souhaite que les patientes et les patients, citoyens, apportent leur pierre à l'édifice qui deviendra à terme bas carbone. La santé est aussi notre affaire et nous avons un rôle à jouer dans ce changement de paradigme. J'y reviendrai. En guise d'introduction, je souhaite vous raconter l'histoire sous la forme d'un conte qu'on pourrait d'ailleurs passer déjà dans les jardins d'enfants, histoire de trouver la relève. Il était une fois une vallée idyllique, entourée de hautes montagnes, où des aînés vivaient courageusement au sein de la nature. Une sombre menace pesait sur la vallée, la sécheresse, les inondations et des vagues de chaleur impitoyables menaçaient la vie et la santé des aînés. Faites-vous entendre, faites valoir vos droits. Si nous ne voulons pas périr, il faut une action du roi. Ainsi, les femmes âgées se rendirent au palais du roi. Mais leurs demandes furent ignorées, car le roi était bien trop occupé. Ignorer vos demandes est indigne du roi. Saisissez la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre
défendre vos droits. Elles entreprirent alors le long chemin vers la cour de Strasbourg. Les juges furent impressionnés en entendant leur requête. Il ne leur restait plus qu'à rendre leur verdict. Justice! Le verdict était en leur faveur. Elles avaient de quoi se réjouir. Elles se mirent à penser que le roi allait enfin agir. Mais amères furent leurs déceptions lorsque le roi refusa de mettre le verdict en application. Aujourd'hui, il se cache dans son palais aux murs tristes, alors que la sombre menace persiste. Pourquoi j'arrive pas à faire la suite? Là, j'ai besoin de l'aide technique, je crois. Si j'appuie là, c'est pas la dière. Voilà, la dière suivante. Merci. Voilà donc l'histoire en très résumé qu'on pourra passer dans les jardins d'enfants pour s'assurer de la relève. Et nous avons été très inspirés, en 2015 déjà, par la société civile aux Pays-Bas, l'affaire Urgenda, des citoyennes et des citoyens qui ont assigné leur état en justice et qui ont gagné 3 fois dans toutes les instances jusqu'à la Cour suprême. Ça nous a beaucoup inspiré. Cette décision historique a fait beaucoup de bruit et c'est ainsi qu'avec une équipe juridique tout à fait exceptionnelle, avec le soutien de Greenpeace, nous avons décidé de créer en 2016 l'Association des aînés pour le climat. Aujourd'hui, notre association compte plus de 3000 membres de tous horizons, moyenne d'âge 73 ans, souvent engagés de longue date, parce que nos parcours ont été pavés d'inégalités. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais en 1971 seulement, nous avons obtenu le droit de vote. Donc, quand nous avions 20 ans, nous n'avions pas le droit de voter au plan national. Et cette équipe qui s'est créée peu à peu, cette association qui a grandi, a décidé de mener toutes les étapes en Suisse et de mener l'action judiciaire contre notre gouvernement qui, très clairement, ne fait pas le job en matière climatique. Nous avons donc passé toutes les étapes en Suisse. D'abord, la Confédération, qui a mis 18 mois à nous répondre et qui a botté en touche en disant que nous n'étions pas plus touchés que d'autres et que cette problématique touchait toute la population et pas nous en particulier. Ça nous a ouvert un premier droit de recours au tribunal administratif fédéral à Saint-Gall. Nous sommes allés jusqu'à Saint-Gall porter notre recours en espérant que nous trouverions des juges courageux qui diraient à la Confédération « Vous êtes priés de répondre sur le fond et de renvoyer la copie à la Confédération ». Que nenni, 18 mois plus tard, le tribunal administratif fédéral, de la même manière, a rejeté notre recours, justifiant de la même manière que nous n'étions pas particulièrement concernés, que notre santé n'était pas réellement en danger et que nous n'étions pas seuls touchés par ce problème climatique. Ils reconnaissent tous qu'il y a un problème climatique, mais que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça nous a ouvert un nouveau droit de recours au tribunal fédéral à Lausanne. Et là, on a imaginé que le tribunal fédéral, qui est censé vérifier que les droits fondamentaux en Suisse sont bien appliqués, nous donnerait raison et entrerait sur le fond. Eh bien, il n'en était rien. Les arguments étaient encore plus affligeants que les précédents.
en disant qu'on n'était pas encore aux 2 degrés, que c'était un problème à moyen et long terme et qu'il n'y avait donc pas lieu de prendre des mesures. Et en plus, il a ajouté que nous, les aînés, ni le reste de la population n'étions habilités à se prévaloir d'un droit à la vie et à la santé. Eh bien, nous ne nous sommes pas laissés abattre, nous avons décidé, et toutes ces décisions se prennent bien sûr en Assemblée générale, nous avons décidé d'une dernière étape, la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous a accueillis de manière prioritaire et très rapidement. Elle nous a dit que notre requête serait renvoyée à la grande chambre de la Cour, qui traite d'affaires extrêmement importantes et compliquées. Et en mars 2023, la Cour nous a accueillis en audience publique à Strasbourg. Nous étions face à 17 juges. Nous avions notre équipe d'avocates et d'avocates, et la Suisse avait son équipe. Et nous avons répondu à un certain nombre de questions des juges. C'était un très grand moment. Les médias du monde entier étaient là, puisque c'était une première. Comme notre affaire judiciaire en Suisse était une première, c'était une première d'amener à la Cour le climat et les droits fondamentaux. Et la Cour a dû se pencher sur ce sujet. Et la Cour, la Cour nous a donné raison. Et je me souviens, le jour de l'audience, qui était un moment extrêmement intense et plein d'émotions, une des personnes qui a pu prendre la parole pour les organisations tiers intervenantes, c'était Jenny Sandvik, qui était une représentante norvégienne du réseau européen des institutions nationales des droits de l'homme. Elle s'est adressée à la présidente et aux juges. Elle leur a dit « Peu de personnes ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire, vous l'avez ». Ils l'ont fait, puisque le 9 avril, ils nous ont donné raison. Et cette phrase me reste en tête et je trouve vraiment très important. Et oui, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement dit que la Suisse avait violé l'article 8 CEDH et que notre santé était en danger et qu'ils écrivent très clairement dans l'arrêt que cet article 8 comprend un droit de l'individu à une protection effective par les autorités publiques contre les effets néfastes graves du changement climatique sur sa vie, sa santé, son bien-être et sa qualité de vie. Et les juges ont écouté les scientifiques. Cet arrêt fait presque 300 pages. Il est exceptionnel et passionnant. Et ils ont repris vraiment tout ce que les scientifiques, jusqu'à aujourd'hui, ont transmis et ont écrit. C'est le politique qui n'écoute pas les scientifiques. Et ensuite, elle a décidé, la Cour, à l'unanimité des juges, que la Suisse avait violé l'article 6 CEDH, c'est-à-dire que l'article 6 nous donne droit à un procès équitable. Nous n'avons pas eu de procès équitable, nous n'avons pas été entendus en Suisse. Et donc, je ne sais pas, à Lausanne, au tribunal fédéral, comment est-ce qu'ils prennent la chose. Je n'ai pas eu de retour. Et, chose aussi très importante, la Cour a mis l'accent sur l'intergénérationnel et qu'ils disent à quel point il faut agir et très très vite et maintenir une stabilité du système climatique pour les générations futures. Parce que ce que nous ne ferons pas maintenant, ce sont elles, par la suite, qui porteront ce fardeau. Et donc il y a tout un paragraphe et plusieurs paragraphes qui concernent les générations futures. Et les générations futures, elles sont là. On les a rencontrées, on les a soutenues, notamment les jeunes Portugais qui, eux aussi, avaient mené l'action judiciaire contre leur pays et contre 32 pays européens. On les a soutenus, on les connaît, on est en réseau avec eux. Quand leur arrêt finalement, quand leur requête finalement n'a pas été retenue, ils étaient extrêmement tristes. Nous étions avec eux, nous les avons consolés, nous leur avons dit
nous avons gagné, mais vous aussi vous avez gagné, puisque cet arrêt fait jurisprudence pour les 46 pays du Conseil de l'Europe, et il est contraignant. Il est contraignant. L'article 46 de la Convention dit que toute décision de la Cour doit être mise en œuvre. Il y a un comité des ministres qui y veille. Et pendant ces 8 ans de marathon que nous avons fait, nous avons énormément rencontré de jeunes. Nous avons énormément été invités dans les écoles, dans les unis, dans les lycées, dans des événements organisés par les jeunes, et qui nous ont remerciés de faire ce que nous faisions. Et c'est clair que ce n'est pas nous qui verrons les changements, nous sommes âgés, mais j'espère qu'eux et leurs descendants les verront. C'est aussi pour ça qu'on s'est engagé, et c'est très important. Et puis après, il y a eu des réactions à cet arrêt, bien sûr. Alors, énormément au niveau international. Nous avons reçu un nombre de reconnaissances et de juridictions qui utilisent l'arrêt, qui s'en saisissent. Mais alors, en Suisse, évidemment, la société civile, elle dérange, surtout quand c'est des femmes âgées qui se permettent de mener une action judiciaire contre la Confédération, et que les juges de Strasbourg rappellent à l'État son devoir de protection de sa population. Alors, les réactions politiques, enfin d'une certaine majorité politique, se sont pas faites attendre. Elles ont été discriminantes, violentes parfois, mais minoritaires face aux messages de reconnaissance venus du monde entier. Nous étions à la tribune quand le Conseil national débattait de leur déclaration disant au Conseil fédéral surtout n'appliquez pas cet arrêt. Et ils voyaient bien que nous étions à la tribune. Et un parlementaire que je ne nommerai pas nous a désignés comme ça en disant mais enfin ces boumeuses apparemment en bonne santé qui prétendent refuser à nos enfants les conditions de vie dont elles ont profité toute leur vie. Puis après on a eu comme ça un défilé de parlementaires, donc de boomers mâles essentiellement, et qui étaient effectivement outrés que les boomeuses en question se permettent de mettre la Suisse au pilori. Nous avons reçu des courriers aussi tout à fait incroyables. Un citoyen argovien qui a dit que nous étions des femmes accros aux médias, donc moi et mon organisation, et qu'on a fait cette manière de faire la promotion de la belle Suisse. Et alors, il ne connaît pas bien les institutions, donc il parle de Bruxelles. Et voilà, et que c'est absolument effrayant et qu'on ne peut pas agir comme ça dans notre belle démocratie. Enfin bref, je vais vous passer les détails. Et voilà, il y a effectivement maintenant un souci à se faire au niveau du Conseil fédéral, et qui va devoir faire le job, et le Conseil des ministres va le lui rappeler avec un crescendo certainement ces prochains mois. Et nous restons, nous, bien sûr, extrêmement attentives, et pas nous toutes seules. Il y a énormément d'organisations. Le monde médical aussi s'est mobilisé et a envoyé une lettre. Et je remercie au Conseil fédéral. Il faut que toutes et tous, nous continuions à mettre la pression, parce que oui, notre santé est en danger, étant donné les changements climatiques. Et là, vous avez quelques exemples de ce qui se passe ailleurs qu'en Suisse. Je crois que ces parlementaires ne voient pas au-delà de la coupole. Ma foi, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et puis pendant ce temps, en Suisse, ça chauffe. Chaque année, ça chauffe. Et effectivement, il est temps de faire le job. Et je vous ai laissé, on a fait beaucoup de randonnées sur les glaciers, parce que les glaciers se portent mal. Et on est allé leur rendre visite. Et puis ça, c'était au glacier 3000, au Diableret, où c'était des glaciers qui avant étaient soudés, ne le sont plus du tout. Et on avait monté un grand sparadrap pour montrer que, ma foi, le sparadrap n'y ferait rien et que ça continuait à fondre.
Et puis 10 jours plus tard, le restaurant Botta, Glacier 3000 brûlait, mais ce n'était pas nous. Alors, fallait-il attendre d'être aux urgences? C'est ce qu'ont fait nos autorités depuis des décennies, parce que l'on sait depuis des décennies ce qu'il faut faire. La Suisse, pays riche, industrialisée depuis si longtemps, devrait être exemplaire, elle ne l'est pas. Et non seulement c'est ce qu'ils ont fait depuis des décennies, mais c'est ce que nos autorités entendent faire en refusant de mettre en œuvre l'arrêt de la CEDH. Alors il y a des jours où le courage et la motivation vacillent, mais ce soir je suis là pour vous confirmer que la retraite n'est toujours pas à l'ordre du jour. Et on parlait, je ne sais pas si je suis dans les temps, autrement faites-moi signe si je déborde, parce qu'il y avait aussi ce rôle et cette responsabilité de la société civile et des patients dans cette transition. Et cet après-midi, on a entendu des choses tout à fait passionnantes. Et je pense que nous avons un rôle important, qu'il faudrait commencer par prendre soin de soi au quotidien, et que le faire tout seul, non, rester en lien, intégrer une communauté, un groupe qui valorise la prévention dans son immeuble, dans son quartier, dans son entourage, c'est encore plus motivant. Et la prévention doit faire, j'ai envie de dire, diminuer la pression sur le personnel soignant, parce que le personnel soignant est mis à contribution, souvent peut-être pour des choses que l'on pourrait éviter, et laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis essayons de sortir de la logique je paye des primes exorbitantes, donc j'exige tous les examens, même inutiles. Nous serons soignés tout aussi bien avec moins et toujours des soins de haut niveau, comme nous le savons en Suisse. Nous sommes des privilégiés. Et nous faisons partie de la solution. Peu importe notre âge, notre genre, notre milieu, nous pouvons toutes et tous agir. Nous devons renoncer à tout ce qui est à la fois néfaste pour le climat, pour les personnes qui les produisent et pour notre santé. Et puis soutenons les hôpitaux universitaires dans leur transition écologique des soins et participons à l'effort en choisissant des soins ou des traitements qui ont un moindre impact environnemental. Et partageons nos savoirs parce que nous, les patients et patientes, avons un savoir, avons des expériences, envisageant notre système de santé plutôt comme une promotion de la santé plus qu'une prise en charge de la maladie. Voilà, la transition écologique, c'est vrai, elle a un coût, mais elle doit plutôt être présentée comme un investissement. Et les coûts de l'action climatique sont inférieurs aux coûts de l'inaction. Et l'inaction, là, en ce moment, on la paye très cher. Et consentir à ces transformations, ça c'est sûr que ça représente un effort indéniable à l'échelle individuelle comme collective. Mais je vais vous dire, s'engager, c'est bon pour la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Marère. Quel engagement, quel enthousiasme. C'est très, très inspirant, en tout cas. Merci mille fois. Alors, je vous propose maintenant de poursuivre avec une table ronde qui va permettre d'approfondir nos réflexions, on l'espère, autour de la transition écologique lors de la prise en charge de nos patients et patientes, mais aussi l'impact en matière de santé publique. Tout d'abord, je vous présente la professeure Johanna Sommer, qui va nous rejoindre. Alors, après des études à la faculté de médecine à Genève et une formation d'interniste généraliste aux hôpitaux universitaires de Genève, elle a fondé et dirigé l'Institut universitaire de médecine de famille et d'enfance de 2009 à 2023.
Passionnée par la relation médecin-patient et l'enseignement aussi des soins palliatifs, elle s'est également investie dans la santé planétaire en co-créant en 2022 un cursus dédié à cette thématique à la faculté de médecine de Genève. Aujourd'hui, elle travaille à la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle tout en continuant à promouvoir l'éducation en santé planétaire. Professeur Sommer, merci beaucoup. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sophie Meisser, ingénieure en environnement, qui, elle, a débuté sa carrière à l'Institut de génie de l'environnement de l'EPFL, avant de rejoindre Genève Aéroport, où elle a dirigé le service environnement. Par la suite, elle a travaillé pour l'État de Genève et est revenue à Genève Aéroport, quelques petits allers-retours en vélo, pour créer et présider une commission de développement durable. Depuis 2020, j'ose dire Sophie, Madame Meisser, est responsable du pôle RSE au HUG, où elle a initié la première stratégie de durabilité de l'hôpital. Merci beaucoup. Elle est aussi également présidente du groupe durabilité des hôpitaux universitaires suisses. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Bruno Jokum, directeur exécutif et fondateur du Climate Action Accelerator, une initiative à but non lucratif qui est basée à Genève. Son organisation aide les institutions à réduire leurs émissions de manière significative d'ici 2030. Il est également ancien directeur général de MSF Suisse et a une vaste expérience dans l'action humanitaire, la santé internationale et la gestion de crise. Avec vos connaissances approfondies sur les enjeux climatiques et vos travaux sur la réduction des émissions dans les secteurs de la santé et de l'aide, vous contribuez à inspirer des changements globaux. Merci beaucoup, Monsieur Yoku. Alors, pour garantir le bon fonctionnement et la richesse d'enseignement de la table ronde, nous vous proposons plutôt de lancer la discussion, le professeur Jackson et moi-même, et ensuite nous serons ravis d'accueillir et de collecter vos questions pour venir un petit peu challenger nos différents intervenants. Madame Marère, je ne vous ai pas représenté, mais toute ma reconnaissance est là, vous le savez. Merci Isabelle. Donc on a vu que la relation entre changements environnementaux, climatiques et santé repose sur une large base scientifique, consensuelle, mais aussi cadrée maintenant par des normes légales liées aux droits de l'homme notamment. Et ça questionne évidemment le rôle et responsabilités du système de santé, dont on sait qu'il pèse assez lourd en tant qu'émetteur de gaz à effet de serre. Pour la Suisse, il est estimé que 7% des émissions totales du pays sont relatives à l'activité du système de santé de notre pays. Et ça pose évidemment des questions sur les rôles et responsabilités des institutions. Alors, je propose d'ouvrir ce débat par une première question à vous quatre, sous la forme d'une discussion, pour savoir, selon vous, quelles sont les priorités que le système de santé et les institutions doivent affronter en matière d'enjeux climatiques et environnementaux à l'heure actuelle. Quelles sont les priorités qu'il faut adresser en premier? Vous avez 2 micros sur la table et je vous laisse peut-être... je vous laisse vous lancer. Alors, je dirais, en tant qu'institution de santé, c'est prendre conscience. Ça a été quelque chose qui est récent dans le secteur de la santé. Et on parle de ces chiffres, mais ces chiffres, ils ont été étonnamment établis juste en 2019, les premiers chiffres au niveau mondial. Encore plus récemment, l'année dernière, pour chiffrer l'empreinte carbone, l'impact environnemental du système de santé, je fais un grand sourire parce que je vois les 2 auteurs de l'étude, Bruno Mermiot et Raphaël Tornard, dans la salle, qui étaient à l'Institut de santé globale
sous la supervision du professeur Flao. Il manque, en fait, on a pris cette prise de conscience, elle est très récente, du rôle, en fait, de contribution négative des institutions de santé à ces enjeux climatiques. On avait beaucoup de données sur et c'est ça qui a permis ces magnifiques avancées à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est finalement quels sont les impacts du climat sur la santé. Mais on était un peu aveugle sur notre rôle à nous. Donc cette prise de conscience, elle amène maintenant une mise en marche que je trouve assez remarquable ces 4 dernières années. On a un immense chemin devant nous, mais cette prise de conscience, elle génère vraiment, en tout cas en Suisse, en France, et on voit dans beaucoup de pays, alors plutôt occidentaux, pour l'instant, une mise en marche de se dire, OK, alors on fait partie du problème, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre dans nos institutions pour réduire, pour continuer à soigner de manière excellente, tout en minimisant l'impact que l'on a sur le climat. Donc ce que j'entends, c'est que la première priorité, c'est déjà de documenter et de réaliser qu'on fait partie du problème et de la solution. Professeur Johanna Sommer. J'ai envie de dire que la médecine est malheureusement prise dans l'engrenage du développement technologique incroyablement fantastique d'un côté, qui nous permet d'avoir des soins de très très grande qualité et qui malheureusement font fausse voie par une sorte de surenchère prise dans un monde de globalisation, de consommation, et que la médecine devient malheureusement un vrai produit de consommation et que beaucoup de choses en médecine sont faites poussées par toute une technologie et aussi un système commercial quand même quelque part derrière, qui fait que une grande partie du système de soins en fait gaspille. Et quand on se compare, nous la Suisse, à d'autres pays européens comme le Danemark ou la Suède, qui ont une qualité des soins quasi comparable, même en Suède, on dit une qualité de vie en même meilleure, mais avec une pollution ou un impact environnemental quasiment du tiers de la Suisse. Donc on voit qu'en Suisse, par un système très très riche, quand même, la chance d'avoir un système très performant, gaspille énormément. Et on sait aussi que, l'OMS nous le dit, 80% des maladies pourraient être prévenues par de la prévention bien investie. En Suisse, on est très parent pauvre dans la prévention. On fait beaucoup pour la santé, pour le système de soins, et on fait une sorte d'équivalence entre santé et système de soins, alors que la santé n'est influencée qu'à 10% par le système de soins. Donc il y a un surinvestissement auquel nous, les médecins, on est finalement assez contents de participer, que les gens soient contents de notre système des soins, mais malheureusement, on n'influence que très peu. Et on devrait faire beaucoup plus pour la prévention, pour que les gens se nourrissent mieux, bougent davantage, pour la mobilité active, et qu'on inclut comme patient, nous, la médecine, on doit inclure notre plus important patient, c'est notre planète. Parce que sans notre planète, on ne sait pas très bien où on va. Merci. Bruno ? Merci. Alors, la question était sur les priorités, et je pense que peut-être la première priorité, c'est déjà de reconnaître la gravité de la situation qui nous affecte collectivement, et ensuite c'est l'importance d'une prise de responsabilité institutionnelle à tous les niveaux de la société. Ça concerne évidemment les États, ça concerne les grandes entreprises qui produisent, et ça concerne les institutions qui rendent des services à la population. Et je pense que cette reconnaissance, c'est le préalable à une action qui est finalement au niveau du défi. Et qu'est-ce que dit aujourd'hui, qu'est-ce que dit le consensus scientifique? C'est qu'on est, malgré les efforts entamés, qui sont réels, on est toujours sur une trajectoire qui est en train de nous amener à probablement pas loin de 3 degrés de réchauffement au cours du siècle, avec des scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme sur les incertitudes qu'ils ont sur les modèles. C'est-à-dire que ça pourrait en fait être plus grave que ça et plus rapide, et qui met en cause tout simplement l'habitabilité de régions entières sur la planète à échéance de quelques décennies et de façon progressive, année après année. Donc c'est de ça qu'on parle. Quand on revient sur la santé et les institutions de santé,
Peut-être il y a deux constats. D'abord, ce n'est pas un secteur marginal, comme ça a été dit, dans les émissions. C'est un secteur très significatif. C'est souvent, effectivement, donc, en moyenne, à l'échelle mondiale, on est à peu près à 5% des émissions. Dans les pays riches, on est plutôt à 7, 8, parfois 9% des émissions d'un pays. C'est bien plus que l'aviation civile, c'est bien plus que d'autres secteurs. Et donc, ce n'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important. Et le défi qui se pose au secteur de la santé, c'est comment finalement rendre service à la population en offrant effectivement une qualité des soins et de la prévention, évidemment, tout en opérant dans ce qu'on appelle, en respectant les limites planétaires, c'est-à-dire sans aggraver constamment la situation qui se pose à nous. Donc, voilà, donc le cadre de responsabilité, il est important. Et ensuite, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître le diagnostic de la science? C'est écouter en fait ce qui demande à tous les acteurs de la société de faire. C'est pas juste de prendre des engagements généraux, c'est une véritable trajectoire de réduction. Donc elle est simplifiée en disant qu'il faut au moins diviser les émissions par 2 chaque décennie d'ici la moitié du siècle. Donc en fait, c'est une transformation en profondeur. L'avantage de la santé, et c'est là aussi où son rôle est très important, c'est un secteur c'est un secteur de confiance sociale. C'est-à-dire que parmi les professions les plus respectées, les plus écoutées, puis celles en qui les gens ont plus confiance, il y a les professionnels de la santé. Et ça impose, je dirais, une responsabilité supplémentaire. Parce que l'action climatique a besoin de confiance sociale. Tout mettre sur les politiques, la finance, l'industrie ne sera pas suffisant pour la transformation de la société. Il faut que des secteurs de confiance sociale montent à bord de ce combat. Les leviers, on les connaît, les leviers opérationnels, mais on y viendra peut-être plus tard. Merci. Peut-être restons sur les questions des défis. Anne Marais, vous voulez ajouter quelque chose? Les défis par rapport aux patients. Cet après-midi, dans un des services, je crois qu'il y avait proposition d'aider les patients qui venaient à l'hôpital avec des étudiants en médecine de venir en transport public. Mais c'est refus. Donc, les patients doivent aussi faire leur part. Et je ne dis pas les patients qui ont des problèmes de mobilité, mais je pense que toutes et tous, nous sommes des patients et patientes qui sont à même de prendre des transports publics. Si je pense au canton de Genève, les transports publics sont performants. Moi, j'ai pris le Léman à Chennebourg. 6 minutes après, j'étais aux Hugues. Donc, je ne sais pas, ça marche. Et voilà. Et finalement, ce que je crains aussi, c'est que les patients et les patientes, on parlait de consommation, oui, consomment la médecine, consomment la médecine et les soins comme ils vont consommer d'une manière générale. Alors si on est consommateur ou consommatrice, justement, on a un pouvoir immense. Non, ça je n'achète pas, ça je boycotte, etc. Et donc je pense qu'on doit avoir cette même attitude et consommer trop de médicaments ou avoir absolument son armoire et sa pharmacie à la maison pleine de médicaments. Enfin, il y a un nombre de choses où là aussi les patientes et les patients ont leur responsabilité à ce niveau-là. Merci. Alors, si je résume, on prend conscience, on s'engage dans notre responsabilité en tant que professionnel de santé, on a la chance d'avoir la confiance sociale et puis on fait partie aussi de la solution en tant que patient citoyen. Alors, selon vous, nous, les professionnels de santé que nous représentons, le professeur Jackson et moi-même, quels sont les obstacles, les défis qui vont se présenter à nous, que nous devrons anticiper, ou peut-être aider aussi nos dirigeants à nous accompagner et nous soutenir dans voilà, ces obstacles qui devraient se dresser sur notre route.
Alors, au niveau de l'institution, il y a forcément, au moment où on prend le virage, un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous devons inclure cette réflexion à tout moment de notre pratique clinique, d'abord. Chaque fois qu'on réfléchit à une investigation, à un traitement, on devrait se demander, est-ce qu'il est vraiment durable? Est-ce qu'on rend vraiment un service à la santé de la personne tout en étant défendable au niveau durabilité? Et ça, on n'y est pas encore. On a commencé à l'intégrer au niveau coût-efficacité et maintenant au niveau, je dirais, coût-durabilité, on devrait vraiment intégrer cette réflexion à tout moment et prendre avec nous, de fait d'avoir la confiance de nos patients, d'avoir la population avec nous dans cette réflexion. Après, bien sûr que le premier virage à prendre, c'est qu'il y a un investissement de départ. Je veux dire, les institutions, la plupart du temps, ont des bâtiments qui ne sont pas tout récents, qui ne chauffent pas forcément avec la bonne énergie. Et là, il y a le besoin d'une décision politique, et le système politique, malheureusement, n'est pas encore vraiment, vous l'avez entendu, pour se battre vraiment pour la durabilité. Pour eux, c'est encore quelque chose d'assez mineur, mais on devrait investir massivement dans les changements de ressources, de gestion des déchets, de ressources d'énergie, d'isolation des bâtiments. Si on regarde le nouveau CMU qui est là en face, c'est le pire bâtiment de tout Genève, j'ai appris. Donc c'est quand même incroyable qu'on ait construit ce bâtiment il n'y a pas plus de 7-8 ans, alors que c'est le pire au niveau énergétique qui soit sur la place de Genève. Donc il y a là un investissement et une réflexion à intégrer là aussi dans les bâtiments qui va devoir être fait à un moment ou à un autre, parce que c'est sûr que ça coûte. Au début, ça coûte, et je dirais que les obstacles qui vont devoir être surmontés dans un tout premier temps, c'est ça. Et je dirais le dernier, c'est cette crainte qu'on touche à la qualité en faisant de la durabilité. Et ça, je crois vraiment que nous devons nous battre pour montrer qu'on veut absolument même viser une meilleure qualité en ayant des soignants qui sachent mieux examiner. Nombreux examens complémentaires sont faits alors qu'on ne sait plus bien examiner un patient, et on fait un examen, une DRM pour se rassurer, mais on n'a toujours pas le diagnostic parce qu'on ne l'a pas bien examiné. Et donc il y a cette confiance de la population et des soignants, cette conviction qu'on peut avoir une meilleure qualité en polluant moins. Peut-être juste le nouveau bâtiment, juste pour le canton de Genève qui a construit le nouveau CMU, c'est en fait l'ancien CMU qui est le pire bâtiment de Genève au niveau énergétique. Juste. Mais effectivement, et il est chauffé, et là on prend la responsabilité, il est chauffé avec la chaufferie des HUG qui fonctionne aux énergies fossiles, donc on prend notre responsabilité sur cette partie-là. Et c'est vrai que, juste pour reprendre sur les bâtiments, on a effectivement, alors je parle vraiment juste pour notre hôpital, on a un vrai défi devant nous de transformation énergétique écologique des bâtiments existants, et puis de construire l'hôpital de demain et toutes les nouvelles constructions qui arriveront pour accueillir et soigner les patientes et les patients de demain dans des infrastructures qui sont des infrastructures bas carbone, résilientes aussi aux changements qui arriveront demain, qui soient facilement adaptables aux nouveaux défis qui seront les nôtres dans le futur. Et puis un autre enjeu, alors là je reste vraiment sur la partie institutionnelle, parce qu'effectivement un hôpital, c'est transformer les soins, les pratiques médico-soignantes, mais c'est transformer les 160 métiers que constituent les HUG. Chacun dans son métier, quelque part, est une partie de la solution, une partie de la transformation. On parlait bâtiment. C'est probablement pas vous, pour répondre à la question d'Isabelle et d'Yves, les médico-soignants qui allaient bâtir les infrastructures. Par contre, vous allez contribuer en expliquant vos besoins, vos pratiques, etc. On a aussi des enjeux au niveau... qui dit pratiquer la médecine différemment, c'est aussi acheter, réfléchir à comment on fait, quels sont nos besoins, quels sont les consommables, quels sont les équipements dont on a besoin, etc. Ça, c'est aussi un grand enjeu pour réduire notre empreinte carbone. On a aussi parlé dans les enjeux globaux de la mobilité. Les HUG sont relativement exemplaires
parce qu'historiquement, on avait des problèmes de parking. Donc on peut maintenant fièrement expliquer qu'on a 60% de notre personnel qui vient autrement qu'en voiture et en transport motorisé à travailler à l'hôpital. Il en reste 40 pour lesquels on peut continuer à encourager. C'est une vraie partie aussi de notre empreinte carbone. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau institutionnel. Et tout ça, ça contribuera aussi à soutenir la magnifique transformation qui est engagée, en tout cas au HUG, et qu'on voit arriver dans les autres hôpitaux, de changer les pratiques. Oui, donc les obstacles, on peut en citer plusieurs. Il y a peut-être le premier qui est le plus évident, c'est effectivement ce qu'on ne mesure pas ou ce qu'on ne monitore pas. Il est évidemment difficile d'agir dessus. Donc certaines institutions le font déjà. Au niveau du système de santé, à l'échelle territoriale, pas toujours. Et c'est un petit peu le paradoxe finalement que, notamment pour ce qui concerne le système de santé genevois, que c'est vraiment sur l'initiative de 2 étudiants en master, accompagnés de leurs professeurs, qu'un premier exercice vraiment d'estimation un petit peu global a été fait. Donc déjà, voilà, il y a sans doute une sous-estimation par manque de mesure, de compréhension des leviers activables qui sont à disposition pour avoir un impact. Parce qu'une fois qu'on a fait une mesure, une fois qu'on a établi des responsabilités, on peut en fait les distribuer et quelque part opérationnaliser la question. Je pense que tout le défi, c'est comment est-ce qu'on passe finalement d'une responsabilité morale à une opérationnalisation de l'action, et comment est-ce qu'on le fait tout en, je dirais, sécurisant les missions de l'institution de santé. Donc ça, je dirais, donc par exemple, la mise en place de quelque chose de plus pérenne et institutionnel pour la mesure et le monitoring aiderait sans doute à ça. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'équipes de durabilité dans les institutions, quelles qu'elles soient, sont souvent finalement assez limitées en moyens, mais aussi parfois assez isolées. Ça dépend d'une institution à l'autre. Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence à un moment donné? C'est pour ça que certains systèmes de santé ou hôpitaux adoptent vraiment des plans, je dirais, où l'institution entière est finalement rassemblée autour d'un objectif. Et je citerai, pas forcément dans le domaine de la santé, mais finalement, donc on connaît des pays ou des municipalités qui ont pris ce risque finalement, parce que c'est aussi une question de prise de risque. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'engager sur des cibles qu'il faudrait atteindre sans avoir forcément toutes les étapes planifiées qui permettent d'atteindre cette cible. C'est une vraie question pour une équipe qui est à la tête d'une institution. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, on prend, par exemple, on prend dans le domaine des municipalités. Je prends par exemple Copenhague, qui est souvent cité en exemple. Copenhague, c'est une capitale de pays qui, en 2009, a accueilli la COP et en fait a donc pris un engagement qu'ils allaient aller vers le net zéro. À l'époque, et les personnes qui sont en charge en ont témoigné, ils ne savaient pas exactement comment s'y prendre. Et en fait, quelque part, 15 ans plus tard, ils sont sur le point d'atteindre 75% de réduction des émissions par rapport à 2005. C'est absolument considérable comme chemin. Ça prouve que ça peut être fait. Et dans le domaine de la santé, voilà, on connaît donc le National Health Service qui a pris un tel engagement. On sait que de plus en plus de pays vont vers cela. Donc je dirais l'alignement institutionnel autour de cibles quantifiées fait une différence à la fin, parce que ça permet en fait d'aligner les efforts en interne pour y arriver, de créer les groupes de travail, etc. Donc voilà, je dirais c'est... Et après, évidemment, il y a plein de défis qui sont d'ordre technique. Il y a celui des achats. Donc on sait que là, 60% de l'empreinte ou plus, ce sont les achats. Et c'est là qu'évidemment les institutions de santé, c'est une institution consommatrice de biens et de services, mais avec du coup un pouvoir qui vient avec.
C'est-à-dire le pouvoir des individus citoyens par rapport au pouvoir d'une institution qui achète des centaines de millions d'achats, c'est autre chose. Et en travaillant sur ces fonctions d'achat, le pouvoir est absolument réel sur le choix des fournisseurs, sur le choix des produits. Il y a évidemment les pratiques médicales, ça a été évoqué. Il y a des choses comme l'alimentation. Aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il faut faire sur l'alimentation. Les hôpitaux ont souvent les plus grandes restaurations collectives d'un territoire. Sans rentrer dans des débats végétariens, pas végétariens, ce que préconise l'OMS, c'est les régimes de santé planétaire. Ça joue sur les quantités avant tout, ça lèche le soin aux gens et c'est d'un impact absolument majeur. Ça coûte pas grand-chose, presque rien à mettre en place. C'est des choses qui peuvent être mises en place quasiment d'une année sur l'autre. J'exagère peut-être, mais presque. Et qui ont un impact sur l'ensemble de la population. Je voulais justement aborder l'alimentation en imaginant qu'effectivement au niveau des hôpitaux c'est quelque chose de considérable et qu'on peut oui, j'imagine, on peut la gérer. Et puis je voulais aussi aborder l'histoire des achats, à qui on achète et comment toutes les entreprises auxquelles on achète se comportent elles-mêmes et font aussi des démarches. Est-ce qu'on négocie les choses en fonction ? Et je pense que là aussi, c'est énorme comme impact et qu'il y a certainement de grands progrès à faire, étant donné les achats faits par les hôpitaux universitaires, évidemment. Et puis, bien sûr, il y aura toujours des réticences. Il faut convaincre, il faut informer, c'est ce qui a été montré cet après-midi. Et on s'aperçoit que même dans le monde médical, il y a encore pas mal de gens qui ne savaient pas, ou qui ne savent pas, ou qui n'imaginaient pas. Voilà, donc ça m'a beaucoup étonnée. Mais oui, il faut continuer à informer, à convaincre, et que tout le monde tire à la même corde. Alors, si on veut rêver et faire comme Copenhague, se dire dans 20 ans, on réduit massivement notre empreinte carbone pour protéger notre planète, qui est le déterminant de santé le plus essentiel, qui protège la santé de toutes les espèces vivantes sur Terre. Quels seraient les facilitateurs ou quelles seront les ressources qu'on peut mobiliser pour atteindre un objectif pareil ? Oui, donc les facilitateurs, on en a effectivement à plusieurs niveaux. Donc effectivement, déjà, quand on est à l'échelle effectivement d'un territoire, il y a un processus politique et institutionnel, c'est-à-dire réunir les acteurs responsables, parce que quand on parle système de santé, ce n'est pas que les hôpitaux, c'est les hôpitaux dans un ensemble, et ça a été très bien dit. Décarboner le système de santé, à un moment donné, ça implique aussi un renforcement volontaire, déterminé des actions de prévention. C'est-à-dire que on sait que dans un système de santé, le gros des émissions se concentre dans les soins intensifs et plusieurs types de spécialités. Mais évidemment, plus il y a de prévention, moins ces systèmes sont sollicités. Donc forcément, c'est une concertation d'acteurs. C'est aussi, c'est probablement mettre en place des groupes de travail, des groupes experts, c'est-à-dire avec les différents défis à relever. Et c'est peut-être d'emblée se situer dans un cadre qui est, comme on l'a dit, qui est science-based, c'est-à-dire qui fait référence en fait à des consensus scientifiques sur quelle est la direction qu'il faut suivre. On n'est plus dans une situation où il s'agit d'améliorer un peu les choses. C'est-à-dire on est dans une situation où il faut une transformation en profondeur pour apprendre à opérer différemment. Et je crois que c'est déjà réunir autour de ça
La chance du secteur de la santé, c'est souvent d'avoir des personnels qui eux-mêmes sont favorables à l'action, comprennent les enjeux, comprennent en quoi la population sera affectée dans le futur par cette situation. C'est une chance immense. Donc il y a après ensuite effectivement sans doute un renforcement de capacité. Et puis bien sûr il y a des sujets sur lesquels il y a de l'investissement, il y a une modélisation des coûts à avoir pour comprendre comment séquencer ça. Et enfin, je dirais, sur la partie achat, parce que c'est un véritable engagement avec les producteurs, c'est-à-dire c'est probablement de se rendre compte en synergie avec d'autres acheteurs, qui sont les autres hôpitaux, les autres institutions, du poids des acheteurs sur les producteurs, qui eux-mêmes sont souvent dans des plans de décarbonation qui ont démarré. Donc il s'agit en fait d'accélérer la transformation de la production par une orientation de la demande qui finalement donne, je dirais, une incitation à aller plus vite. Alors pour ma part, je dirais, si on se met un peu à rêver, aujourd'hui, l'hôpital, les HUG représentent à peu près, si on reprend les chiffres de l'étude de l'évaluation santé carbone Genève, 25% du gâteau de l'empreinte climatique du secteur de la santé genevois. Donc si on rêve, ce chiffre il se baisse. Il baisse parce que nous, on a réussi notre part de transformer à l'interne quelque part la façon dont on travaille, dont on opère l'hôpital. Et puis aussi, et je vais ouvrir sur des choses qui sont plus au-delà de... Et puis peut-être aussi parce qu'il y a eu une discussion au niveau de la société sur quelle est la juste place de l'hôpital. Est-ce que c'est l'hôpital tel qu'on le connaît? Est-ce que c'est un hôpital recentré sur ses missions? Et en fait que cette conversation, elle n'est pas occultée parce qu'on dit, vous inquiétez pas, nous on fait notre part et ça ira bien. Et que vraiment on est parti de cette discussion au niveau de l'ensemble des acteurs du canton. Pour ma part, les facilitateurs les plus directs dont j'ai bénéficié, c'était des étudiants en médecine, donc la jeunesse, qui sont venus nous voir. Nous, on n'était pas conscients du tout. On enseignait tranquillement notre médecine sans du tout avoir même pensé qu'on devait enseigner la santé planétaire. Et ils sont venus, pour certains qui sont dans la salle, nous réveiller, nous alerter. Merci Léo, merci Estelle qui est peut-être en ligne. Non, je ne vois pas, elle n'est pas là. Et donc... La jeunesse, je pense qu'on doit l'aider parce qu'une partie de la jeunesse a trop peur, est dans l'éco-anxiété paralysante et continue dans une sorte de consommation effrénée pour ne pas voir ce qui se passe. Il y a quand même une bonne partie de la jeunesse qui est très consciente et qui va nous aider à aller de l'avant, à être courageux, à oser prendre des décisions pour le futur, même si on n'a pas encore les solutions. Donc je pense que la jeunesse est très forte et effectivement la société, donc... je pense beaucoup que les facilitateurs pourraient avoir lieu si on favorise plus d'assemblées citoyennes, qu'on les informe également, qu'on les prend avec nous. Nous sommes les scientifiques, nous avons la connaissance et nous avons le devoir de la transmettre et de sensibiliser la population entière qui probablement, comme beaucoup de soignants encore, ne sont pas conscients de l'état de la situation. Et donc je crois que vraiment les facilitateurs peuvent être trouvés à beaucoup de niveaux, pour autant qu'on ait le courage de les réveiller, de les réunir pour qu'on se sente moins seul chacun de notre côté. L'union fait la force. Oui, alors je pense que les jeunes qui voudraient un avenir, et certains jeunes que j'ai croisés ne se voient pas d'avenir. Je pense qu'effectivement ce sont eux et c'est pour eux qu'il faut que les choses changent, mais ils sont aussi... ils nous donnent aussi des pistes et ça c'est très important de les écouter et puis d'écouter la société civile qui a aussi des choses à dire, la société civile qui vit au quotidien pas forcément très confortablement dans des quartiers bruyants, pollués, minéralisés, qui l'été ne respirent plus parce qu'il fait trop chaud. C'est ce qu'on nous disait, nous, les personnes âgées.
restez chez vous danger. Donc après le confinement de l'épidémie, ça a été le confinement climatique. Donc non merci. Et effectivement, il faut écouter la population qui vit au quotidien les choses et qui a beaucoup à nous dire dans l'environnement qui impacte leur santé. J'ai croisé beaucoup de gens qui se plaignent du bruit du trafic et c'est extrêmement pénible et c'est des atteintes à la santé, le bruit par exemple, et les particules et la pollution. On n'ouvre pas les fenêtres parce qu'il y a trop de pollution, trop de voitures qui passent. Voilà, tout ça est un tout et je compte beaucoup sur les futurs étudiants et étudiantes que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au professeur Jackson il n'y a pas longtemps. Ils sont formidables et je pense que ce sont de futurs professionnels de la santé sur lesquels on va pouvoir compter. Merci beaucoup. Peut-être avant Si de passer la parole. Je peux encore juste rajouter une chose. Je pense que les autres facilitateurs, c'est aussi tous les succès qu'on a vus aujourd'hui. Tous les succès. C'est-à-dire les aventures qui marchent, hein, ces services qui changent de gaz anesthésiant, qui décident de dialyser autrement, de fonctionner autrement aux urgences, qui remettent en question les pratiques. Je pense que ce vont être des très forts facilitateurs parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour montrer que c'est possible, que c'est faisable, que l'avenir peut être différent. Et je pense que nous devons vraiment nous appuyer sur ces succès qui vont être vraiment source de multiplicateurs. Et ça, j'en suis convaincue. Et je pense que les grands facilitateurs, ça va être ces premiers pionniers qui vont permettre à faire boule de neige et à permettre d'autres succès après. Et peut-être à créer une culture. Exactement. Donc, il est temps d'ouvrir la discussion à la salle. Et le temps que... Non ? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Ah non. Tu veux que je fasse quelque chose? On peut, oui, on y va. Hein, oui, ouais. je t'en prie. Peut-être le temps que des micros circulent. J'ai une première question en ligne qui peut-être s'adresse tout particulièrement aux médecins parmi nous. C'est dans le fond comment rendre attrayante la transformation écologique du système de santé. C'est un sujet qui a du mal à être perçu positivement par les confrères et consoeurs médico-soignants. Donc comment faire rêver nos collègues? Alors on a pourtant fait des très belles affiches, des très belles infographies incitatives. Je pense que c'est vraiment par l'incitation positive qu'il faut séduire les collègues pour montrer que en faisant plus de prévention, nous avons des réels impacts bien plus important que de prescrire des statines à quelqu'un qui déjà mange trop, qui est obèse, qui a des problèmes d'arthrose. Donc de l'aider à aller marcher, de voir ses succès, d'encourager des moyens très très simples qu'on oublie, d'encourager les gens à sortir, à aller se promener, à aller dans la nature. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le physique, ça diminue les besoins en médicaments. Et je pense que c'est aussi ces succès-là qu'on doit plus montrer, diffuser, parce qu'il y a aussi une sorte j'ai envie de dire, de découragement de beaucoup de médecins qui continuent à prescrire de plus en plus de médicaments contre le diabète, le cholestérol, etc. Parce que voilà, on ne fait que courir derrière un train qui est déjà parti par des comportements de société. Je ne juge pas la personne, mais notre société qui est dans une sorte d'encrassement progressif avec des comportements de santé qui sont de moins en moins bons et qui produisent de plus en plus de maladies chroniques. Donc je pense qu'on peut faire envie à nos collègues en disant vous allez avoir une population moins malade si vous les aidez à prévenir davantage, plus tôt, à être plus actifs et à être valorisés dans le rôle de prévention qui n'est pas encore suffisamment mis en évidence et mis en valeur. Donc redonner du sens à l'action de promoteurs de santé, agents de prévention. Peut-être que je peux parler de l'expérience que nous avons comme maison de santé dans un village genevois, à Meignier. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir et certains qui avaient arrêté même la médecine et qui me disent mais c'est exactement cette médecine-là pour laquelle j'ai choisi de faire médecine, c'est-à-dire d'être en proximité, de voir qu'on a la confiance d'une communauté, puisque nous sommes vraiment comme une sorte de centre de santé de village qui vient nous voir, qui vient marcher avec nous, qui vient nous poser des questions, qu'on vaccine, qu'on va voir à domicile, qu'on accompagne en fin de vie à domicile.
domicile. Et donc cette proximité valorise beaucoup notre rôle de médecin. Et les jeunes médecins qui viennent nous voir, il y en a plein qui veulent reproduire des maisons de santé dans d'autres parties de la Suisse romande parce qu'ils voient que c'est là où on retrouve le sens de la médecine que nous avons choisie. Merci beaucoup. Alors, la parole est dans la salle. Je vois qu'il y a une première question ici. Oui, je voudrais m'adresser aux personnes des HUG. Jocelyne Majot, je suis professeure à la Haute École d'ingénierie de gestion du canton de Vaud. D'abord, je vous félicite puisque vous êtes très leader dans votre domaine. Je voulais savoir comment on fait dans un système où le financier ne va pas dans le sens de la durabilité. Aujourd'hui, on a des financements en silo, on a des financements qui valorisent les actes, comme on a des financements qui ne valorisent pas la prévention. Si on veut changer les pratiques infirmières, dans les DRG, on ne voit pas très bien où sont les soins infirmiers, parce qu'ils sont noyés un peu partout. Donc s'il faut changer les pratiques, ce n'est pas du tout évident. Comment on fait pour réussir à mobiliser ce cœur de cible que sont les financiers dans les établissements pour qu'ils acceptent d'aller dans votre sens? Et puis, est-ce que vous faites derrière des études de valorisation de ce que vous avez économisé à la fois en interne, mais aussi au niveau plus large en matière de double matérialité, puisqu'il y a des choses qui ont des impacts à la fois sur l'institution et à l'extérieur? Alors je dirais que ça dépend des domaines dont on parle, mais si on est vraiment sur les pratiques médico-soignantes, je vais passer la parole à Isabelle Ernesto Crespin, qui est notre responsable de la transition écologique dans les soins. Et c'est une initiative qu'on vient de lancer pour engager les unités des HUG à se lancer un certain nombre d'initiatives au sein de l'unité qui font sens pour l'équipe pour réduire leur impact environnemental. Et il y a un catalogue qui a été construit avec justement ces considérations financières. Donc Isabelle peut vous en dire un peu plus. Merci. Alors oui, en effet, j'avais exactement les mêmes préjugés que vous, si j'ose dire comme ça. Enfin, nous avions. Ce qu'on a fait, tout simplement, avec les référents de la transition écologique dans les soins, avec le pôle RSE, on s'est posé et puis on a identifié des pratiques qui pourraient être éco-responsables. Quelles sont les mesures que nous pourrions mettre en place et puis qui, avec l'aide de Mme Meisser et de son équipe, qui auraient des enjeux environnementaux moindres. Puis on ne s'est pas arrêté là. Sur ces fiches pratiques que nous remettons à nos professionnels de santé pour pouvoir modifier leur façon de travailler, on a alors probablement une chance inouïe, c'est d'avoir une direction des finances au HUG qui est extrêmement soutenante et qui nous a mis à disposition des conseils autour de l'évaluation financière de l'acte proposé au travers de la mesure identifiée dans la fiche. Alors je vais vous donner un exemple très simple. On n'est pas en train de parler de millions aujourd'hui. Par exemple, si on se dit, on passe plus facilement d'un médicament qu'on administre par les veines à un médicament qu'on prend par la bouche. Eh bien, qu'est-ce qu'on va économiser? Il y a tout le dispositif seringue, poche à perfusion qu'on retrouve dans le médicament par les veines. Eh bien ça, grâce à notre direction des finances, on sait qu'à chaque fois qu'on anticipe le switch vers un médicament par la bouche, on gagne 16,50 francs. Je vous l'ai dit, ce n'est pas des millions. Par contre, je n'ai pas le chiffre du nombre de perfusions qu'on pose par jour. Là, ça commence un petit peu à se multiplier. Donc, en fait, finalement, on a fait les deux. On a réfléchi à quels sont les enjeux environnementaux. Donc là, on va diminuer le consommable dans la démarche que je vous proposais, plus quels sont les engagements financiers. Mais par contre, on n'a jamais menti. Et il existe des mesures qu'on a mis en avant qui coûtent plus cher. Et ça, on l'a écrit. Donc voilà, l'évaluation financière, elle existe. Je vais vous dire, 90% de nos fiches, elles sont dans un gain plutôt qu'un coût. Ça va ? Parce que je voudrais juste faire un petit complément.
sur la question des coûts, parce qu'elle est très importante. En fait, l'expérience avec différentes organisations partenaires montre, quand on fait la modélisation des coûts, qu'effectivement, beaucoup d'actions entraînent des économies et des actions demandent de l'investissement. Et ce qui a été très intéressant dans les modélisations qu'on a pu faire, c'est finalement quel est l'équilibre à la fin. Et évidemment, ça varie forcément selon l'organisation, selon ses activités, ses spécificités. Mais en fait, on s'est rendu compte que la plupart du temps, on se situait dans un coût additionnel entre 0 et 1%. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de parler de surcoût de l'ordre de 30% de budget pour la transition écologique à hauteur du nécessaire. On est en train de parler de coûts nets qui sont souvent de l'ordre de quelques pourcents, qui peuvent varier d'un secteur à l'autre, d'une institution à l'autre, et où en fait il y a un phénomène de réallocation de moyens par contre qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a des actions où on va beaucoup économiser. Les exemples qui viennent d'être donnés sur des pratiques médicales, mais prenons les médicaments. Par exemple, le packaging des médicaments. Entre les pays qui distribuent les médicaments à l'unité et ceux qui font des packaging où on perd quasiment 20 à 30% par boîte de médicaments, mais je veux dire, le montant financier qui est gaspillé pour un système de santé est absolument considérable. Donc c'est aussi une question de ça. C'est en fait un des éléments positifs, c'est que ça permet aussi de libérer des moyens dans certains domaines pour les affecter ailleurs. Et après, évidemment, tout ça s'étudie de près et de manière attentionnée. Mais voilà, c'est simplement pour dire que faisons attention à ne pas trop surestimer ce que ça implique en termes de... Moi, je pense que c'est un élément essentiel. Je vois qu'une main s'est levée là-haut. Oui. Alors moi j'ai une question. Je sais qu'il y a une formation continue qui a été mise en place en janvier 2024 par rapport aux enjeux. Mais en fait j'avais une question surtout par rapport au changement des programmes dans les études en global en santé. S'il y a quelque chose qui a été mis en place ou si vous envisagez de mettre quelque chose en place. On s'adresse peut-être à la... Si, répétez la question. Madame Kaiser. Par rapport aux formations dans les écoles de santé, c'est ça? Infirmières et médecine? Oui. Alors, au niveau suisse, les facultés de médecine se sont mises ensemble pour partout essayer de promouvoir des cursus de santé planétaire, donc d'enseignement longitudinaux. Et toutes les universités se sont ralliées, certaines avec plus de succès que d'autres. Les hautes écoles infirmières en particulier ont une grande avance même sur les facultés de médecine, sont très avancées, en tout cas en Suisse romande, pour vraiment une intégration de l'enseignement des impacts environnementaux du système de soins et inversement les impacts de la crise climatique sur la santé. Donc il y a vraiment des cursus qui sont instaurés à tout niveau. Il y a eu récemment un fonds qui a été mis à disposition pour les Swiss Universities de 16 millions. Nous avons fait une demande et nous avons reçu la réponse avant-hier que le fonds a été coupé en 4. Il ne reste plus que 4 millions pour le niveau suisse. Donc vous voyez la priorité que la Suisse a par rapport à ce genre de problématiques. Donc voilà, on avance à petits pas parce qu'il n'y a pas le soutien suffisant pour vraiment mettre le paquet, alors que nous avions fait une demande vraiment au niveau national de développer des programmes de formation de formateurs pour que tous les enseignants soient sensibilisés, des programmes de plateformes numériques, d'échange de programmes d'enseignement et des choses comme ça. Voilà, on avance tranquillement, on aimerait avancer plus vite encore. Oui, merci. Alors effectivement, aussi à la Haute École de Santé de Genève, on met en place des enseignements dans toutes les filières de formation par rapport à la durabilité. Et ça fait partie aussi des compétences LPSAN de développer, d'avoir des connaissances dans la durabilité. Donc voilà. Merci. Merci. Alors, on a une autre question dans la salle. Merci beaucoup. On lit et on entend partout qu'il n'y a pas assez de médecins. Notre population a besoin de soins, notre population consomme des soins comme on a entendu. Tous ces médecins qu'on a besoin de former ou qu'on a besoin de faire venir en Suisse, évidemment, ils produisent aussi leur empreinte carbone de différentes manières. Est-ce que vous pensez que
les stratégies de transition écologique dans les soins, d'une part, peuvent augmenter la disponibilité médicale par moins d'actes et du coup lutter un peu contre ce déficit de médecins, ou bien est-ce qu'il faut aussi apprendre aux médecins à suivre les patients peut-être avec des intervalles un tout petit peu plus longs, rajouter peut-être un peu moins de rendez-vous, et puis du coup qu'il y aura plus de place dans les cabinets et peut-être un peu moins de déficit médical dont on entend tellement parler. Quel est votre point de vue un peu là-dessus? Ça peut aussi être le point de vue de la société civile. Ce serait intéressant peut-être d'avoir le point de vue d'une patiente. Alors effectivement, on a le sentiment qu'on manque de médecins, ou en tout cas, suivant les rendez-vous qu'on souhaite prendre en tant que patiente, on tombe souvent de très haut. Je pense que si on revoit la pratique, c'est-à-dire qu'on favorise plus de temps entre patients et médecins, moi je trouve que ce qui est très très important, c'est les médecins de premier recours, et ça, je pense que ça manque énormément. Et à ce moment-là, probablement avec moins d'actes, une autre approche, une nouvelle approche, ou l'approche souhaitée justement par les jeunes, ou bien telle que la professeure Sommer l'a décrit à la maison de santé de Meignier, probablement que ça changerait la donne. Maintenant, est-ce à dire qu'il faut former moins de médecins? Probablement pas. Probablement pas, mais leur donner une autre approche et un autre espace aussi aux patients et aux patientes. Et puis, il faut aussi que les patients et les patientes prennent sur eux et sur elles de ne pas consommer la médecine comme on va consommer au supermarché. Avec la démographie actuelle, je crois qu'on aura plutôt besoin encore plus de soignants, mais pas forcément de médecins. Et je pense que l'avenir réside vraiment dans les équipes interprofessionnelles qui sachent mieux travailler ensemble, qui peuvent se faire confiance, se déléguer des parties de prise en charge, être en contact, communiquer efficacement. Et je pense que les équipes interprofessionnelles sauront tout à fait être à la hauteur pour répondre aux besoins qui va encore croître avec le vieillissement de la population. Et avec l'augmentation des besoins de santé, si on ne change pas très vite vers un système plus sobre. Dernière question? Oui. Oui. Oui, merci en tout cas pour ces inputs. Et j'aimerais aussi saluer d'une part ce qui a été fait au HUG. J'ai une première question concernant qu'est-ce que vous avez déjà, quelles sont les cibles que vous avez atteintes, quels sont les pourcentages que vous avez comme déjà finalement économisés en quelque sorte du point de vue climatique. Alors j'imagine que vous ne pouvez pas tout développer, mais globalement, qu'est-ce que ça représente et quelle est votre cible dans le futur? Alors, dans la stratégie, en fait, on a fait le choix de faire une stratégie de durabilité, donc qui parle de transition écologique et de climat, mais pas que. On parle aussi de consommation et de production durable, et puis on a aussi des aspects sociaux et sociétaux où on a mis l'accent sur les sujets de diversité, égalité et inclusion. Et cette stratégie, elle s'accompagne d'un plan d'action très concret avec des objectifs chiffrés pour 2025. Donc on fera le bilan réellement à la fin de l'année prochaine, mais il y a déjà des choses qui sont atteintes. Alors on peut dire qu'on n'a peut-être pas été assez ambitieux quand on a écrit cette stratégie en 2022, par manque de connaissances, parce que c'était la première fois qu'on la faisait. Donc un exemple de cible qu'on a atteint, c'est qu'on s'était fixé l'objectif en 2022 d'augmenter de 10%, réduire de 10% le recours au transport motorisé pour les déplacements du personnel. Et puis on a fait une enquête l'année suivante et on s'est rendu compte que oui, les fameux 60% que j'ai évoqués de personnel qui viennent autrement qu'en voiture, on avait augmenté de 10% par rapport à l'enquête d'avant. Probablement qu'on n'a été pas assez ambitieux par manque de connaissances. On a aussi atteint, alors là pour être vraiment plutôt dans des choses très concrètes, et il y avait les présentations des résultats des travaux qui ont été menés ces dernières années par des équipes internes, notamment en anesthésiologie. On a complètement arrêté le gaz anesthésique le plus impactant climatiquement. Ça, c'est de 160 tonnes de CO2. Alors c'est l'équivalent, une tonne de CO2, c'est un aller simple Genève-New York. C'est beaucoup et peu. Pour vous donner l'autre chiffre, les émissions totales de l'hôpital, c'est à peu près
109 000 tonnes par année. Donc c'est super, c'est un bout. On a encore un énorme chemin à parcourir, mais voilà un petit peu les premiers succès, des choses tangibles. Il ne faut pas oublier aussi qu'au début, on a souvent des choses faciles à atteindre. C'est important de commencer par là, ça encourage d'avoir ces succès. On parlait des achats, on parlait d'autres choses. Il y a des vrais défis qui nous attendent et qui auront probablement des effets qui s'additionneront. Un des autres gros chantiers, c'est à peu près 27% de notre empreinte carbone, c'est les bâtiments et les consommations d'énergie. Il y a des décisions qui ont été prises. Le canton de Genève a alloué plus de 55 millions pour changer la fameuse chaufferie qui chauffe aussi le CMU au gaz et au mazout. La décision, elle a été prise, l'argent, il a été débloqué, mais les résultats, donc quand on verra que ça descend dans notre bilan carbone, c'est quand on aura vraiment changé la chaufferie. Et entre deux, il faut planifier, il faut construire, etc. Donc là, la décision, elle est là. Et puis l'effet, on le verra dans quelques années. D'accord. Merci. Je crois que l'heure est venue de remercier nos panélistes. Et je vous propose de les applaudir très vivement. Je vous invite à prendre des places. Je peux dire un dernier mot pour plagier ce que Anne-Marie nous a dit tout à l'heure. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des directeurs d'hôpital, directeurs d'autres écoles. Nous sommes des humains. Nous pouvons changer l'histoire. Osons la changer. Alors, merci beaucoup. Je crois que j'ai entendu les facilitateurs. Alors, pour moi, il est temps de conclure. Et jusqu'à aujourd'hui, en tant que responsable de la TES, j'ai eu la chance d'avoir une facilitatrice. On en a parlé tout à l'heure, en la personne de Madame Merkli. Mais nous avons l'honneur, Yves et moi, de vous présenter notre nouveau facilitateur, Monsieur Robert Mardini, qui est notre tout nouveau directeur général des HUG depuis septembre 2024. Monsieur Mardini a d'ores et déjà exprimé sa volonté de nous soutenir, de nous encourager dans la prise en charge de la durabilité dans les soins, et que c'est une dimension sérieuse à ses yeux, si j'ose dire ainsi. En tant que premier fournisseur de soins et premier employeur de la région, les HUG ont donc un rôle central à jouer dans la réduction de leur impact environnemental, tout en continuant à innover et à maintenir des standards d'excellence. Sous sa direction, les HUG continueront, j'en suis certaine, à se positionner comme un acteur clé, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans la promotion d'un développement durable qui profite à la santé publique et à l'environnement. C'est donc avec grand plaisir que je lui cède la place pour conclure notre soirée. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai trouvé très intéressant le débat. Madame la députée, mesdames et messieurs, chers collègues. Et je souscris à peu près avec tout ce qui a été dit et j'aimerais rajouter quand même 2 ingrédients. D'abord, je me réjouis vraiment que les HUG ont investi dans cette stratégie de durabilité et je discutais hier encore avec Madame Messer par rapport à cette stratégie et le fait que nous pouvons aujourd'hui mesurer notre empreinte carbone, c'est déjà un pas très très important. En plus de tout ce qui est entrepris, je pense qu'il faut même être plus ambitieux et il faudra fixer des cibles globales parce que des cibles globales, ça permet aussi de galvaniser une organisation et donner une direction très très claire. Le deuxième ingrédient, à mon avis, qui est aussi nécessaire, c'est la volonté du politique. Et là, je m'adresse à Madame la députée et au Grand Conseil. Aujourd'hui, ça a été dit, il y a très peu d'incitatifs finalement
pour aller dans le bon sens. Tous les incitatifs vont dans le sens contraire à la durabilité. Je prendrai un exemple de ma vie d'avant, d'ingénieur, et là où j'ai rencontré Bruno Jochum dans notre quête commune d'accélérer les efforts pour réduire les effets des gaz à effet de serre. C'est l'exemple des panneaux solaires. Quand j'étais ingénieur humanitaire, je me rappelle quand les panneaux solaires ont commencé, c'était hors de prix, c'était hyper cher de pomper de l'eau en utilisant l'énergie solaire. Et il a fallu un input politique, et c'était un pays qui avait mis le paquet, l'Allemagne, et ça a fait chuter les panneaux solaires, le prix des panneaux solaires de manière spectaculaire, qui a permis non seulement de basculer vers cela, mais c'était aussi plus rentable, c'était plus durable et plus rentable. Et je pense aujourd'hui il faut que le politique puisse agir sur des incitatifs comme cela pour un peu forcer le destin et accélérer les efforts, parce qu'on ne peut plus se permettre d'avancer à un rythme lent avec tous les enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Et c'est vraiment un travail multisectoriel qui touche tous les coins du système de santé. Et si je regarde les HUG aujourd'hui, je pense que tous les secteurs, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient dans le soutien, qu'ils soient les infrastructures, les bâtiments, ces efforts doivent être conjugués. Il faut qu'il y ait vraiment des incitatifs à tous les niveaux pour qu'on puisse aller encore plus vite. Et pour aller plus vite, il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Et là, on aura besoin d'un effort collectif. Il y aura besoin d'un leadership à tous les niveaux de la hiérarchie. Mais il faut du leadership aussi au niveau politique, et ça c'est mon vœu le plus cher. Nous avons une opportunité inouïe au HUG parce que nous allons construire la nouvelle stratégie de l'institution, puisque la stratégie actuelle se termine l'année prochaine. Donc nous avons vraiment une opportunité en or pour exprimer de manière intelligente, ambitieuse et réaliste nos ambitions carbone, et essayer, et la doctoresse l'a mentionné avant, que finalement le système de soins c'est 10% de la contribution à la santé, et je pense que les incitatifs doivent aussi aller beaucoup plus vers la prévention, vers la médecine primaire, plutôt que d'user et d'abuser d'un système tertiaire qui certes est d'excellente qualité. On peut s'en féliciter, s'en réjouir, mais je pense qu'il faut l'utiliser avec modération. Il faut que les incitatifs aussi nous conduisent à le faire comme cela. Il y avait un discours tout prêt, mais je pense j'ai préféré rebondir sur cet échange qui était très très intéressant. Et puis en tout cas, mon engagement en tant que nouveau directeur des HUG, c'est de continuer sur cette même voie et essayer de voir comment on peut accélérer les efforts dans tous les domaines. Et je pense ces efforts ne doivent épargner personne au HUG et personne dans l'écosystème de santé dans le canton et au-delà, puisque voilà, c'est un écosystème qui est aussi national et global. Voilà, disons, le système de santé consolidé, je me rappelle de la statistique, au niveau mondial, correspond aux gaz à effet de serre d'un pays important. C'était lequel? 4e pays le plus pollueur. Donc, on doit être tous obsédés par voir comment on peut porter tous ces efforts à l'échelle et à une vitesse beaucoup plus importante pour avoir de l'impact. Voilà, encore un grand merci pour cette opportunité de participer à cette conférence importante. Et voilà, l'effort continue et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut avoir le courage, oser et puis pousser les limites et avoir des cibles ambitieuses. Maintenant qu'on peut mesurer nos efforts, l'impact et puis la réalité de notre empreinte carbone.
Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce message très encourageant, hein, je crois qu'il nous réjouit tous, et que ce soit à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi les institutions de formation, la médecine de ville, les jeunes générations qu'on est heureux de voir se mobiliser. J'aimerais, avant de vous inviter à un apéritif convivial, remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement, l'équipe de la communication qui est ici. Merci. Le soutien des différentes directions. Et notre équipe Choc, Transition écologique dans les soins, et Choosing Greenly, qui était quand même le projet à l'honneur aujourd'hui. Dylan Belgi, notamment notre chef de projet, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation aujourd'hui. Merci beaucoup, Dylan. Et, voilà, donc il est temps pour nous de passer au moment festif et de célébrer cette belle soirée. On vous invite dans la salle des Pas Perdus pour un apéritif tous ensemble.